Saint-Etienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable. Ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Etienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e numéro du Forez Academy Podcast, ou FAP en abrégé, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Lors du précédent épisode, on a évoqué la contestation vers Claude Puel ainsi que les actions à l'encontre de la direction du club. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'avenir et sur ce qui symbolise notre club. Premier symbole et pas des moindres, on va vraiment tenter de faire tenir cette émission dans ces 42 minutes, sinon on va être encore taxé de publicité mensongère. Pour vous accompagner comme d'habitude, la fine équipe de la Forez Academy répond présente, en commençant par celui qui étrenne son tout nouveau micro pour faire ressortir sa voix suave d'Eugène Sacomano stéphanois, j'ai nommé Robert Binouzaret. Robert, salut. Salut, une fois. À ses côtés, celui qui est resté dans l'ascenseur émotionnel du dernier match contre le PSG en écrivant l'Académie, j'ai nommé Gruger Rocher. Salut Gruger. Salut. Moi, je me suis réveillé un peu à l'heure suisse. Donc ça va pas fort. FC Bâle ou PSG, ça a le même effet sur moi. C'était un petit peu la descente. Et enfin, celui qui reste persuadé que faire revenir Söderlund à la place de Modeste n'aurait pas été pire, votre serviteur Roland Grosmerdier. Au programme de cette semaine pour la première mi-temps, comme à chaque épisode, on balaye l'actu du club au sens large. En seconde période, on va tenter de voir comment s'organise la prochaine saison du côté de Saint-Étienne. Avec un maintien quasiment assuré et la mise en vente officielle du club par nos deux présidents, il est temps de se projeter un peu dans l'avenir. Tout le monde est prêt ? Eh bien allons-y alors. Le 9e numéro du FAP, 42 minutes et on y tient. De plaisir sur les Verts, c'est parti. Jingle. Le centre, c'est pour Brandao. Lui qui a déjà gagné la Coupe de la Ligue à 2 reprises avec l'Olympique de Marseille, il n'a jamais perdu en Coupe de la Ligue, le Brésilien, et c'est lui qui ouvre le score ici. Après 17 minutes de jeu, le but signé, Brandao, 1-0 pour les Verts. Et oui. Voilà, forcément, le petit jingle Brandao. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement 8 ans et 2 jours, puisque nous enregistrons le 22 avril 2021, les Verts retournaient le Stade de France pour empocher leur dernier titre à ce jour, la Coupe de la Ligue. Une fête monstrueuse pour ma part à Paris, avec des passages récurrents à la Divette de Montmartre, qui a connu la plus grosse affluence de son histoire. Ben voilà, je voulais juste en parler parce que ça fait plaisir de se rappeler quelquefois des bons souvenirs. Donc vous messieurs, qu'est-ce que vous en avez fait qu'est-ce que vous en retenez de cette victoire en Coupe de la Ligue ? Par exemple Gruger, toi, tu l'as vécu comment ce week-end ? J'ai pas beaucoup de souvenirs en vrai. J'étais à Rennes à ce moment-là. Et j'étais sur la place. Oui, donc tu fêtais ça avec les. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça. T'étais un petit peu de l'autre côté, toi. Ça avec. C'est ça. Et après, j'ai fêté ça dans un pub avec des potes guingampais. Voilà. D'accord. Ah ouais. L'amitié bretonne unie contre l'ennemi rennais, quoi. C'est ça. Et toi, Robert ? Moi, c'est un beau souvenir, mais une petite frustration parce qu'à l'époque, j'avais pas réussi à avoir de place. Je me souviens avoir passé une journée entière sur les sites internet pour essayer de trouver des places, j'ai jamais réussi. Donc ça restera toujours ma grande déception de ne pas avoir pu aller au Stade de France. Et puis, moi, ce qui m'avait marqué, c'était un petit peu, et j'ai d'ailleurs jamais revécu, je trouve ça, c'était une semaine vraiment charnière qu'on avait vécue parce qu'il y avait un match de Coupe de France. Il y avait un match décisif dans la course à l'Europe qu'on avait joué, si je me souviens bien, à Valenciennes. On recevait donc à Lorient en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France. On avait perdu 2-1. On avait réussi à accrocher un nul à Valenciennes et je m'étais vraiment dit en fait que si on pouvait tout perdre, quoi. En une semaine, on pouvait perdre la coupe, la finale de Coupe de la Ligue, perdre la place européenne et se faire éliminer en Coupe de France. Finalement, ça avait été une belle semaine. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais été aussi à l'entraînement 2-3 jours avant la finale à l'Etra. Et j'avais été frappé par une grande décontraction, un grand calme, une grande concentration des joueurs. Ça m'avait vraiment frappé. Et je sais pas, j'ai eu comme une lumière. Quand j'ai senti ça, je me suis dit, ils ont l'air bien et ils vont faire un grand match. Et c'est ce qui s'est passé.
Après, moi j'ai été au stade du coup, mais bon, le grand match, j'irai pas jusque-là, mais dans tous les cas, ils ont fait ce qu'il fallait et je me souviens d'avoir eu très peur parce que la première occasion, c'est un tir de Mevlut Erding Ouais. et Ruffier la sort bien. Et je me dis, putain, c'est quand même mal parti. Et dans la minute qui suit, il y a François Clerc qui envoie une frappe juste à côté du poteau. J'ai fait, bon, bah, c'est bon, ils ont réagi tout de suite, ça veut dire qu'ils sont quand même dans leur match. Et au final, ça s'est bien passé, mais j'ai pas vraiment eu peur, on va dire, parce que Rennes n'a pas été super dangereux, mais c'était ça. pas un match très très beau à voir non plus, quoi. On a C'est fait vrai. le minimum syndical et ça a suffi. Donc voilà, ça reste un bon souvenir. C'est toujours sympa de se rappeler ça parce que moi, c'est quasiment mon plus grand souvenir, on va dire, de fête avec les supporters avec Saint-Étienne. Donc ça reste quand même quelque chose de marquant, même si c'est une coupe en plastique. Du coup, on va revenir plutôt à ce qui nous intéresse actuellement, donc la saison 2020-2021, côté terrain. Le maintien est plutôt bien parti pour les Verts, avec une victoire contre Bordeaux et un match plutôt abouti quand même contre Paris, malgré la défaite. Pour moi, Saint-Étienne est sur la bonne voie. 8 points d'avance sur le barragiste Nîmes, il reste 5 matchs. Prochaine rencontre à domicile face à Brest, qui a d'ailleurs perdu la quenelle Jean Lucas sur une expulsion pour le dernier match. Une victoire n'assurerait pas mathématiquement le maintien, mais bon, ça sentirait quand même assez bon, on va pas se le cacher. Hein. Moi, je pense qu'on aurait quasiment un pied, 4 orteils en Ligue 1. Vous en pensez quoi, vous, du coup Robert, toi, de ce match contre Brest? Bah déjà, si on revient un petit peu sur ce qui vient de se passer, c'est vrai que comme tu le dis, on a le maintien quasiment assuré, donc on va vivre une saison un peu moins stressante. On va pas s'en plaindre. Hein. Je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un fond de jeu intéressant. On sent qu'il commence à y avoir une vraie cohérence, j'ai envie de dire. L'équipe a gagné en confiance. Le match à Paris l'a montré. On est beaucoup plus concentré, beaucoup plus concerné aussi. Et justement, les derniers matchs qui restent doivent servir à préparer la saison prochaine. Je pense que c'est aussi comme ça que Puel l'entend et qui commence un petit peu à faire ses premiers ajustements et peut-être ses premières réflexions pour l'année prochaine. On voit déjà que notamment certains joueurs comme Colo ne font plus du tout partie de l'effectif. Ça montre un petit peu, je pense, c'est la direction qu'il a envie de prendre pour l'année prochaine. Et donc, je suis plutôt confiant pour le match contre Brest. Ouais. Toi, Gruget, t'en penses quoi, du coup? Je pense qu'il y a des améliorations, mais toujours. Il y a eu des améliorations au cours des 2 derniers mois, mais avec beaucoup d'inconstance. Là, les pièces du puzzle semblent se mettre en place, puis elle a avancé dans sa réflexion. Il y a certaines certitudes maintenant. Effectivement, il a mis Colo un petit peu de côté. Je pense pas qu'il soit hors de l'effectif encore, mais voilà, puis elle avance. Le cercle vertueux, surtout, qui s'est échiné à mettre en place au sein du club, apporte ses fruits, tout simplement, et tout vient à point qui sait attendre. Lorsqu'il s'agit de synchroniser 11 cerveaux sur un terrain et d'avoir un groupe d'une vingtaine de gars qui bossent bien, ça demande du temps. Et je pense qu'on va grappiller quelques points encore. Je vais prédire 7 points. Les pronos, c'est pour la fin du podcast. Hein, donc Ouais, ne t'emballe pas, Gruget. Ok. Il va nous dire qu'il est en tête du classement, des pronostics. Non, on sait très bien qui est en tête. Hein, je le rappellerai pas, mais il me semble que c'est moi. Enfin bon, voilà. Bref. En tout cas, voilà, j'espère ouais, qu'on pourra se projeter sereinement sur la saison prochaine rapidement, quoi. Eh oui, c'est tout ce qu'on espère. Et puis d'ailleurs, en parlant de la saison prochaine, et même des 3 prochaines saisons, on va reparler de la coqueluche, Étienne Green, qui vient de prolonger apparemment de 3 saisons. Alors le Progrès l'avait annoncé ce week-end, ils ont reconfirmé ça aujourd'hui. On n'a pas encore eu de communiqué officiel, ou alors je ne l'ai pas vu passer. Mais voilà, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle de prolonger ce gardien de 3 saisons. Après, on peut se demander quel sera son statut. Est-ce qu'il sera numéro 1, numéro 2, numéro 3 ? Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, Gruget, toi, pour toi, Étienne Green, à quelle place on va le faire jouer la saison prochaine? À part gardien de but, hein, évidemment. Ouais, il s'appelle pas Madi Camara. Déjà, pour la prolongation, c'est une très bonne nouvelle. Ça récompense son attitude, humble et sérieuse, et puis ça correspond aux valeurs du club, quoi, tout simplement. Maintenant, j'attends de voir la suite, parce que Green, donc, il est jeune, il est pas là où on l'attendait, mais j'ai l'impression qu'il se révèle aujourd'hui. Sa façon de jouer, elle me plaît vraiment beaucoup. Il est calme, sobre, souvent bien placé, prompt à sortir pour soulager sa défense. On a vu qu'il a un jeu au pied aussi qui est intéressant.
Voilà, on sent un jeune travailleur qui peut devenir un bon gardien de Ligue 1. Et pour être honnête, il me rassure plus que Moulin, même si il doit apprendre. Voilà, le faire jouer Green aussi, ça prépare l'avenir, donc c'est bien de le voir enchaîner. Maintenant, l'inconnu, c'est plus le cas Bagic, parce que le petit Stéphane, il n'a pas eu des opportunités. Ça s'appelle pas le FAP pour rien. Ouais, à chaque fois qu'il a dû jouer, c'était des matchs un peu C'était des matchs casse-gueule, quoi. Ouais, voilà. Après, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions, on va dire. C'est ça. Donc c'était pas simple à négocier, mais moi ce qui me fait tiquer, c'est qu'il réclame un salaire apparemment important sur son seul statut d'espoir français. Je crois que ses agents jouent pas mal sur les offres venues de l'extérieur. Voilà. Et donc avant d'envisager le statut de Green, il faut déjà régler la situation de Bagic, qui est censé être notre espoir numéro 1. Mais les perfs de Green nous permettent d'être plus sereins sur l'avenir du poste au sein du club. Toi, Robert, du coup, t'en penses quoi de Green, de sa concurrence avec Bagic, éventuellement pour le poste de numéro 1 la saison prochaine? Et ben moi je veux pas faire le rabat-joie, mais je vous avoue que je suis un petit peu sceptique de cette prolongation. Alors en soi, franchement, cette prolongation elle coûte rien. C'est un jeune joueur, on le prolonge 3 ans, très bien, j'ai rien contre. Moi là où je suis un petit peu sceptique en fait, c'est que c'est un gardien qui visiblement a eu des difficultés pendant sa formation. C'est un gardien qui se retrouve titulaire en Ligue 1 vraiment par un alignement de planète quand même avec la blessure du gardien numéro 1 et du gardien numéro 2. Tout à coup, il se retrouve donc titulaire en Ligue 1, honnêtement, dans un contexte hyper favorable, ou en tout cas, je trouve que forcément l'équipe elle va mieux. Donc quand on est gardien dans une période où l'équipe va mieux, et qu'on est gardien quand Basic, par exemple, où il tombe sur des adversaires coriaces, comme l'a dit Gruger, et fait des matchs casse-gueule. Sochaux, coriace. Non, mais bon, à Sochaux, Basic, dans mon souvenir, il n'avait pas fait un match dégueulasse non plus, quoi. Donc, en fait, je suis sceptique dans le sens où le mec, il arrête un penalty à Nîmes. Bon, parfait, il l'arrête. De là, après, à tout enclencher, à dire on prolonge 3 ans, tout ça, alors que. Bon, voilà, je sais pas, je me pose vraiment la question. C'est très bien pour lui. Peut-être qu'il sera prêté, mais je doute, en fait, de son niveau, sachant tout le parcours qu'il a eu en formation, et qu'il n'était pas prédestiné, en tout cas, à être gardien titulaire. Après, ce qui est bien, c'est qu'il lui reste 5 matchs. Visiblement, tout ce qu'on a compris, il va finir la saison. Donc, on va pouvoir juger un petit peu sur du plus long terme, voir ce qu'il vaut. Mais est-ce qu'il n'était pas un petit peu en sur-régime face à Nîmes? Déjà contre Paris, il prend 3 buts. Il peut pas grand-chose, mais bon, c'était pas non plus... il y a un penalty, quoi, après, quand même. Ouais, aussi. Il est pas loin de l'arrêter. Mais il ne l'arrête pas. Donc bon, c'est clair qu'il est encore jeune, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est vrai que je me pose la question vraiment sur là, cette précipitation. Il y en a qui a joué 2 matchs en Ligue 1, qui arrête un penalty, ça y est, on le prolonge 3 ans. Bon, moi, je me pose question, peut-être que l'avenir me fera mentir, on verra. Écoute, ouais, on verra. Ouais, Gruger, tu voulais juste rebondir vite fait? Ouais, je me souviens plus, j'ai pas regardé quelle était la date de fin de son contrat actuel, enfin de son contrat avant prolongation. Ah bah là, de toute façon, il était en fin de contrat maintenant. Voilà. Ben, du coup, ça récompense juste. Il avait un contrat d'1 an, un contrat pro d'1 an. Il a signé pro l'été dernier, et voilà. Mais on en a vu des jeunes qui avaient un peu de mal, qui se sont révélés à 20 ans, 23 ans même parfois, parce qu'ils avaient eu une chance en Ligue 1. On verra, ouais. En effet, on verra. Mais d'ailleurs, on va parler recrutement là, puisque on a eu une mauvaise nouvelle. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de mauvaise nouvelle, mais on a appris que du coup, Anthony Modeste, sa saison est terminée puisqu'il va se faire opérer d'une pubalgie et donc voilà, il est out jusqu'à la fin de la saison. Pour un mec qu'on a recruté en urgence en janvier, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. On peut parler aussi du cas Red Sauce, hein, et on peut se poser la question, le recrutement de Modeste et Red Sauce, la faute à qui? Donc dans les deux cas, c'est un recrutement qui a été fait dans l'urgence pour pallier un manque. Le club avait fait avec les moyens à disposition et surtout avec ce qui était proposé sur le marché. Red Sauce, on savait déjà qu'il était fragile, il l'a pleinement confirmé, malgré un potentiel intéressant quand on l'a vu jouer. Rarement, mais on l'a vu jouer. Et Modeste, j'ai l'impression que sa carrière sportive s'est arrêtée en Chine. Son compte en banque s'en plaint pas, mais le joueur est arrivé bouilli physiquement chez nous. Il n'avait pas joué
très peu en Allemagne depuis son retour en 2018. Donc finalement, il y a rien d'étonnant à ce qu'il soit complètement cramé en arrivant chez nous. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez finalement de ces deux recrutements, on va dire rapidement, Modeste et Red Sauce, Gruget, ton avis? Lorsqu'on fait de tels paris, c'est bien de se limiter à un seul, je pense. J'espère aussi que la situation sportive et économique fera qu'on sera plus réduit à faire de tels paris à l'avenir. Mais voilà, et puis ce genre de choses, je pense que il faut que ça... Un pari comme ça, je pense qu'il faut que ça nous apporte une plus-value, que ça soit pas pour couvrir un poste essentiel où on a un besoin et personne derrière à choisir pour remplacer Fofana. Je tente pas un Red Sauce, je prends un gars qui est... Red Sauce est très bon, mais il est fragile, donc je prends. Après, c'est ce que je prends un disais, gars c'est un peu moins fort. Non, mais c'est qu'on n'avait pas eu le choix. Enfin, je pense qu'on n'a pas eu le Ouais. choix. Voilà. On a fait avec ce qu'il y Pas avait le choix, on a dans fait les ça. 3 derniers jours de mercato. On a pris ce qui nous restait, quoi. Toi, Robert, t'en penses quoi? Ouais, comme tu dis, c'est un petit peu pareil pour Modeste, c'est-à-dire qu'avec le recrutement raté de Mostafa Mohamed qui est parti à Galatasaray, il a fallu en une journée trouver un recrutement. On a pris le seul mec dans le moyen qui acceptait de venir et avec Colonne qui prenait en charge une partie du salaire. Mais c'est vrai que ça pose vraiment question le recrutement de Modeste. Honnêtement, déjà comment on a pu accepter le recrutement d'un joueur avec un niveau physique aussi défaillant, c'est difficilement compréhensible. Et surtout, j'ai envie de dire, heureusement que la course au maintien a bien tourné. Ouais. Et que Kazri est revenu en forme, Ouais, parce que franchement, c'est si clair. Ouais. on avait dû galérer pour le maintien jusqu'à la dernière journée et qu'on avait dû faire toute la fin de saison avec Abi, qui clairement n'est pas taillé pour cette saison encore pour jouer ce type de match et ces matchs à enjeu-là, je me dis franchement, on est passé pas loin d'une grosse déconvenue, quoi. C'est vrai que heureusement que finalement le Modeste se blesse, finalement, on est quasiment sauvé. Bon, je veux dire, c'est pas très grave pour la fin de la saison, mais on aurait pu passer pas loin de la correctionnelle. Ouais, l'accident, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Et puis on va juste aborder le dernier sujet qui fera un petit peu le lien avec la deuxième partie de ce podcast. C'est la mise en vente du club. C'est officiel, hein. Les deux présidents ont écrit une lettre ouverte au Progrès dans laquelle ils affirment à vouloir aller au bout du projet, donc la vente du club. Les coups de pression des groupes de supporters ont-ils accéléré cette communication? On n'en sait rien. En tout cas, il est plus permis de douter maintenant. Avec cette sortie, ils ne peuvent plus reculer. On développera un petit peu plus ce sujet dans la deuxième partie, comme je vous le disais, mais notamment sur les potentiels repreneurs qui ont été annoncés. Mais voilà, rapidement, juste votre avis sur le timing pour cette annonce, avec ce que Saint-Etienne doit jouer en fin de saison. Est-ce que le timing est le bon pour faire cette annonce? Robert, toi, vas-y, reprends la main sur... En fait, je pense que dans le foot moderne maintenant, c'est devenu un petit peu le timing habituel, hein, que ce soit pour les rachats de clubs ou les changements d'entraîneur. On le voit, voilà, par exemple en Ligue 1 avec Moulin qui va quitter Angers, Guillon qui va quitter Reims. D'ailleurs, Reims qui va prendre Oscar Garcia, hein, c'est quasiment Ouais. officiel. Donc, Bon courage. voilà, bonne chance Donc, surtout. Hein. Donc Reims en Ligue 2, donc l'année prochaine, enfin la saison suivante. Disons qu'il va faire août-octobre. Hein, Ouais, il va pas aller plus loin. Ouais. Il va prendre une... C'est quoi leur derby à Reims du coup? Ils vont prendre 5-0 puis ils se barrera après, quoi. Voilà. Mais donc voilà, donc maintenant c'est un peu le foot moderne, quoi. Les saisons suivantes se préparent très tôt, ça s'active en coulisses et le maintien presque assuré. Je pense que du coup c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce timing qui semble plutôt bon et je pense qu'il était surtout très politique parce que ça permet d'apaiser la grogne des supporters qui montaient depuis quelques semaines. On en avait déjà parlé dans le FAP. Ouais, c'est vrai. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup? Pour moi, c'est clairement ça. C'est pour relâcher la pression. Je pense que certaines révélations leur plaisent pas, que ça les met pas très bien. Et puis en plus, ils pourraient très bien reculer. Ils l'ont déjà fait à l'époque où ils avaient mandaté le groupe Lazare. Mais voilà, le contexte a changé. Romeyer, il se fait peut-être une raison au vu de son âge. Kayazo, il s'est désintéressé du club. Le contexte des droits TV a périclité, donc il est sans doute plus sage de retirer leur bille. Et maintenant, voilà, c'est une situation particulière aussi, hein, surtout avec les incertitudes liées aux conséquences, la suite par rapport à Mediapro, des renégociations derrière. Et un investisseur sérieux va pas se pointer sans en savoir plus, donc ça devrait pas aller non plus très vite.
Je suis d'accord. Je pense que faut pas s'attendre à une vente rapide, surtout vu le contexte. Le maintien, comme on disait, est quasiment assuré, donc ça fait déjà une épine de moins dans le pied du potentiel repreneur. Après, il y a toujours ce contexte des droits télé. On ne sait toujours pas qui va reprendre les droits télé l'année prochaine. On ne sait pas pour quel montant, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'incertitudes. Et la DNCG qui demande des garanties, tout ça. On a vu des prix qui sont passés. Enfin bon, bref, on en reparlera dans la deuxième partie. On développera ça un petit peu plus. D'ailleurs, je crois qu'on est arrivé au bout de cette première mi-temps, hein, donc on va tout de suite passer à la suite. Et donc du coup, la deuxième partie que l'on a intitulée, le vert est-il toujours la couleur de l'espoir? Eh ben écoutez, on va essayer de le savoir et on va lancer ça comme d'habitude avec un petit jingle. Et maintenant, que vais-je faire? Et oui, et maintenant, que vais-je faire? De tout ce temps, ça c'est plutôt Romeyer qui pourrait se poser éventuellement la question, puisqu'il a l'air quand même très attaché au club et on se demande s'il va vraiment le lâcher. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, le vert est-il toujours la couleur de l'espoir? Écoutez, on va essayer d'y répondre, ce ne sera pas évident, mais on va essayer de le faire. On en parlait un petit peu avant, là, le maintien est presque assuré, mais on peut se poser la question de l'avenir pour l'effectif actuel. La défaite face à Paris finalement ne change pas grand-chose puisque les poursuivants dans la course pour le maintien ont fait au mieux match nul. La prochaine rencontre face à Brest, si elle n'est pas décisive mathématiquement, permettrait quand même de considérer que les Verts sont quasiment en Ligue 1. Sur la dynamique actuelle, on peut penser que Saint-Etienne peut assurer son maintien ce week-end. Moi je pense que oui, avec une victoire on serait vraiment très bien placé, mais voilà, je voulais aussi avoir votre avis par rapport à ça, messieurs. Est-ce qu'une victoire face à Brest signerait, on va dire, le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1? Vas-y, Gruget, reprends la main là. Ça fait partie des points que je pronostiquais. On va voir. Non, mais rapidement, je pense qu'effectivement, on devrait faire un pas vers le maintien contre Brest, qui a un peu plus de mal là depuis quelques temps. En plus, ils ont quelques absents. Et pour la suite, de toute façon, Puel a donné le cap, c'est surtout déjà se concentrer sur prolonger les jeunes. Et c'est pas forcément gagné d'avance. Il y en a certains en plus ils ont appris ce qu'était la Ligue 1 cette année, donc je pense que l'année prochaine, ça ira mieux avec les mêmes déjà, et faudra voir aussi ce qu'il advient si on arrive à faire en sorte que nos gros salaires partent, parce que Boudbouz et Cazerie, malheureusement, c'est un certain poids sur les finances du club. Et puis voir aussi ce que donneront certains autres secteurs de jeu, parce que la charnière centrale sera à refaire. Le poste de gardien, il y a une interrogation dessus. Donc voilà, il y a pas mal d'inconnus encore. Il y a beaucoup de questions en effet. Robert, toi t'en penses quoi du coup? L'effectif actuel en l'état, est-ce qu'il est capable de rejouer en Ligue 1 tel quel? Ou alors il va falloir chambouler pas mal de choses? Alors je pense que au contraire, il ne va pas y avoir finalement de grands chamboulements du côté de l'AS Saint-Etienne cet été. Je pense que la priorité de Puel, comme l'a dit Gruget, c'est de conserver les jeunes et aussi des joueurs clés comme Neyou et Camara. Oui, je me dois de l'admettre enfin. Camara, voilà, et Nordin. Camara est un joueur clé de Puel. Hein, donc, et Nordin aussi. Non, faut pas abuser non plus. Hein. Ça sera une saison à la fois, ça sera l'année prochaine, Nord. Voilà. Et puis donc voilà, donc je pense qu'il lui son objectif c'est de garder de créer cette ossature-là autour de ces joueurs-là, de continuer à former les jeunes comme l'a dit Gruget, donc Aouchiche, Rivera, So, et puis évidemment à part Cissé, Redsos et Modeste qui seront plus là la saison prochaine. Pour moi les deux grosses interrogations, c'est le Cazerie, parce que est-ce que Cazerie va accepter de rester une saison de plus étant donné le début d'année difficile qu'il a eu avec Puel, enfin en tout cas avec le club qui évidemment ne voulait plus de lui en raison de son salaire. Ouais, et puis le poste de gardien. Je te coupe 2 secondes, mais surtout que son frère a fait une sortie récente dans les médias pour dire qu'il n'était pas content et que lui il a continué à travailler, il a gardé la tête baissée, il a pris les coups, mais il n'oublierait pas en gros. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question pour Cazerie, est-ce qu'il a vraiment envie de rester à Saint-Etienne la saison prochaine? Donc je pense qu'il y aura vraiment des ajustements, mais ce sera pas un grand chamboulement parce que aussi le projet de base de Puel c'est quand même de
travailler d'une saison sur l'autre avec quand même un noyau dur. Et contrairement à l'été dernier, je ne m'attends pas à un grand chamboulement de l'effectif. Ouais, d'accord. Bah ouais. Je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal de changements, mais ça va rester dans la continuité de ce que Puel a essayé d'installer cette saison. Et comme tu le dis, Robert, je pense qu'il y aura un noyau dur qui va rester et sur lequel Puel va s'appuyer pour construire un effectif autour. D'ailleurs, justement, Puel, on en a déjà parlé pas mal sur l'épisode précédent, puisqu'il lui était entièrement consacré, tout du moins sur la deuxième partie. Est-ce qu'il est parti pour rester avec le maintien, comme on disait, qui est quasiment assuré, on peut penser que oui. Mais voilà, est-ce que vraiment Puel se sent de jouer encore une fois le maintien dans des conditions un petit peu bancales, avec très peu de moyens, de reconstruire encore un effectif, puisque finalement il a une ossature avec pas mal de joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine ou sur lesquels il ne compte plus. Donc on va voir si ça l'enchante encore de reconstruire une nouvelle fois un effectif. Voilà, je voulais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, Claude Puel va rester la saison prochaine à la tête de l'AS Saint-Étienne? Robert, honneur à toi. Je pense qu'avec le recul à venir des présidents, a priori, on verra ensuite dans les faits. Romeyer nous a déjà fait le coup une fois. J'ai envie de dire que cela devrait faire pencher quand même la balance du côté du oui, parce que forcément Puel a aussi envie d'avoir un rôle quand même décisionnaire. Il a un poste de manager général, donc il a aussi envie de pouvoir prendre des décisions. Donc je pense que ça incite à ce que Puel poursuive l'aventure. Donc avec un Romeyer moins interventionniste dans le quotidien, j'ai bon espoir qu'il reste. Et puis quand même, franchement, ce serait un sacré gâchis au vu du projet qu'il met en place autour des jeunes, de la formation, qui viennent à partir de maintenant, quoi. Ce serait vraiment, je trouve en tout cas, incompréhensible. Et tu dis que la saison prochaine, on joue le maintien. Moi, j'ai envie d'être quand même un peu plus ambitieux que ça. Là, cette année, effectivement, il a joué le maintien en étant en reconstruction. Moi, j'ai vraiment envie qu'on joue le top 10 l'année prochaine. Alors, j'ai pas dit qu'on jouerait le maintien, j'ai dit est-ce que il se prépare éventuellement à rejouer une nouvelle fois le maintien, puisqu'il n'aura pas on peut penser que les moyens qu'il aura à disposition seront quasiment les mêmes que cette année, c'est-à-dire inexistants. C'est sûr. Mais bon, avec une continuité, les mêmes joueurs cadres, le même noyau dur dont on a parlé, j'ai vraiment bon espoir sur la dynamique de cette fin de saison. Bon, on espère qu'elle va se poursuivre sur les 5 derniers matchs. Mais j'ai bon espoir quand même qu'on vise mieux que là ce maintien. Ouais, ça serait bien. C'est intéressant et c'est stressant, mais voilà. À un moment, on aimerait bien aussi jouer autre chose. Ouais, c'est vrai. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup? Est-ce que Puel va rester? Ouais, je pense. Déjà, il a des responsabilités et des garanties quand même au niveau du club pour certaines parts. C'est pas un gars qui va lâcher un projet en cours comme ça. Je pense aussi que c'est un gars loyal qui va pas lâcher des joueurs, parce que je viens de repenser à quelque chose, mais les anti-Puel, s'ils veulent que Puel se barre, d'accord, mais derrière, comment est-ce que tu gardes certains jeunes qu'il a lancés et qui sont pas forcément assurés d'avoir un coach à leur écoute quand il arrivera? Comment est-ce que tu gardes Neyou, ce genre de choses? Au niveau de l'ambition de jeu l'an prochain, je pense qu'effectivement il a composé son noyau dur, il y a une routine au niveau du travail, et je pense que ça dépendra surtout de ce qui se passera au niveau du gardien de but, dans une moindre mesure, mais surtout pour le poste de buteur, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Après, il va peut-être demander des garanties aussi, mais là encore, c'est pas évident avec justement ce projet de vente du club qui pourrait aussi rebattre pas mal de cartes. Alors Puel a fait déjà une réponse en conférence de presse en disant que pour lui ça changeait rien et que c'était le football qui était comme ça et que il fallait faire avec. Mais c'est vrai que ne plus avoir les mêmes interlocuteurs en face, ça peut changer les choses. Ça peut les changer en bien, ça peut aussi les changer en mal. Donc voilà, pour moi, la grosse question de cette intersaison, c'est la vente du club. Est-ce que c'est pas encore plus de problèmes à gérer? Donc la vente, elle a été annoncée cet été. Elle a été annoncée du coup, mais c'est pas dit que ça se fasse cet été. On a parlé d'un montant initial de 20 millions d'euros.
ça me paraît assez faible vu la renommée du club. Surtout que j'ai lu aussi quelques articles, ils disaient que c'était 20 millions parce qu'en fait Romeyer et Cayazo veulent en tirer chacun 10 millions. Mais à ça, il faut ajouter les dettes, il faut ajouter aussi, je crois, une petite somme que la DNCG demande de bloquer pour en gros pour contrer toute faillite et puis tout problème. Et puis il y a aussi l'histoire des droits télé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'argent va rentrer la saison prochaine. Donc ça me paraît vraiment faible, et à mon avis, les 20 millions d'euros, c'est illusoire, c'est juste ce que Romeyer et Cayazo espèrent en tirer, mais la vente se fera sur un montant qui sera plus proche des 60, voire 80 millions pour le club. Donc après, la question qu'on peut se projeter, c'est quel type de projet ? Donc est-ce que ça serait un fonds d'investissement type Pixis ? Donc là, on en reparlera. On a vu que ça se passait pas très bien du côté de Bordeaux avec ce genre de fonds d'investissement. Est-ce que ça peut être un investisseur local comme Desjoyaux, qui a officiellement dit qu'il n'était pas candidat, mais bon, on ne sait jamais. Ou on a aussi entendu parler de l'entreprise Marcal, qui propulserait du coup Alexandre Bompard, le fils de, à la tête du club. Après, on a aussi la solution l'État souverain, grâce au réseau Cayazo. Hein. Bon, reste à savoir quel réseau il va. Super réseau Cayazo. Non, mais voilà, il faut savoir quel réseau il va activer pour ça. Hein. On est tous au courant qu'il en a plusieurs. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette vente du club. Et puis, moi, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. La vente du club, qu'est-ce que ça peut conditionner pour tout ce qui va se passer la saison prochaine ? À mon avis, ça va conditionner beaucoup de choses. Mais voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Donc, Gruger, sur tout ce que je viens d'exposer, quel est ton avis ? Déjà, je pense que ça va pas forcément conditionner énormément de choses pour la saison prochaine, paradoxalement, parce que je pense pas qu'elle va avoir lieu cet été. Ils ont fait donc leur annonce. Il n'y a pas forcément encore de pistes vraiment sérieuses. Tu parlais du montant. C'est vrai que ça me paraît un peu juste au niveau aussi des investissements, au niveau du centre Robert Herbin. Il faut prendre effectivement en compte le déficit. Honnêtement, je pense que la communication sur ce montant a été mauvaise parce qu'ils ont juste parlé de ce que Cayazo et Romeyer voulaient en tirer. Voilà. C'est ça, donc c'est pas forcément pertinent en soi. Ensuite, pour ce qui est de la nature du projet, un fonds d'investissement, c'est clairement pas le bon plan. À moins d'avoir un mec solide à la tête d'un consortium, façon Lance Stroll, mais bon, synthé, ça a rien d'une Formule 1. Surtout en ce moment, et un État souverain, ce serait trop éloigné des valeurs stéphanoises, et puis ça nous emmènerait peut-être vite vers des problèmes à la Sheffield United, et on n'a pas envie de voir ça, quoi. Et puis on n'a pas envie de voir le club être déraciné. Et puis, donc Desjoyaux l'a dit lui-même avec beaucoup de sympathie, il n'a pas les reins pour ça. Je vois pas Marcal être assez puissant non plus, même si il se rapprochait de Bompard, qui lui et PDG du groupe Carrefour, ouais. Mais c'est pas les mêmes sphères. Enfin, tu peux pas prendre la stature d'un groupe comme Carrefour, le comparer à la SSE. C'est effectivement son père, ancien président du club, avait dit qu'il avait un petit peu d'autres chats à fouetter en ce moment, même si il est passionné par le club. Et c'est pour ça que, dans un petit coin de ma tête, le fils Bompard aux manettes, ça me plairait beaucoup. Parce qu'il connaît le club, il connaît le contexte, il respecte les supporters, il a un carnet d'adresses intéressant aussi. Mais voilà, pour le moment, c'est de la fiction. Ouais, je pense aussi, mais bon, pour l'instant, en fait, on fait que des spéculations parce que il y a des noms qui sortent dans la presse et puis voilà, on n'a pas forcément plus d'infos. Robert, toi, du coup, t'en penses quoi ? Notamment, je crois que t'as un avis assez pessimiste sur la vente du club. Ouais, c'était le FAP dépression là pour Robert. Aujourd'hui, il a l'impression d'être pessimiste surtout. Non, en fait, la vente vraiment, moi, ça me fait très peur. La problématique sur les ventes de clubs, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a, mais on sait surtout pas ce qu'on trouve. L'exemple criant avec Bordeaux, c'est-à-dire là, on a appris quelques heures avant l'enregistrement de ce FAP que King Street, donc le propriétaire de Bordeaux, décidait de se désengager et de vendre le club seulement quelques années après l'avoir repris en main. Les supporters se sont plaints, les supporters bordelais se sont plaints pendant très longtemps d'un manque d'investissement du groupe M6, qui était le propriétaire historique du club. M6 a enfin vendu, la vente était censée donner un nouvel élan au club. Ils ont été servis, c'est-à-dire que là ils en peuvent plus, ça c'est devenu n'importe quoi, les valeurs du club ont complètement été
égratigné. Alors on peut dire ce qu'on veut avec Saint-Étienne, Romeyer et Cayazo, mais le club il a été bien géré pendant toutes ces années et les finances du club elles sont saines. Alors si on enlève évidemment là, le Covid et les droits TV, mais ça c'est indépendant du club et de Romeyer et Cayazo. Il y a plein de choses qui n'ont pas été, hein, c'était souvent folklorique, ce duo de présidents, on pourrait en parler des heures, mais franchement au moins on savait ce qu'on avait et ça a fonctionné plutôt bien avec quand même des résultats pendant plusieurs années, l'Europe pendant plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui il faut être conscient que le football, avec ce football business, si on veut jouer l'Europe et les premières places, il faut être honnête, un rachat aujourd'hui il est inévitable. Et je voudrais citer un de nos fidèles auditeurs du FAP, Fouillas, donc qui va sans doute nous écouter encore sur cet épisode, qui disait à juste titre, avec un rachat, souvent les supporters pensent qu'on va devenir le PSG, mais en fait il ne faut pas oublier que des clubs comme Lens, Sochaux, Toulouse, Grenoble, mais ils sont tous rachetés par des capitaux étrangers. Et on voit que c'est des clubs aujourd'hui qui sont pas mieux sportivement que Saint-Étienne. Ouais, donc, disons que Lens a bien redressé la barre, mais ils ont connu quand même des années très très galères, très très galères. Donc moi ça me fait pas le rachat et on ne sait pas sur qui on va tomber. Je te rejoins sur cet avis, parce que c'est vrai que le rachat, c'est comme dans la vie, hein, en fait, on sait ce qu'on a, on sait jamais sur quoi on va tomber ensuite. C'est bien de vouloir changer. L'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin, mais il faut aussi qu'à un moment, cette double présidence et on va dire l'espèce de sclérose entre guillemets dans laquelle on est bloqué maintenant cesse aussi. C'est-à-dire que on a l'impression que le club ne progresse plus depuis la fin des années Galtier. C'est-à-dire que même les dernières années de Galtier, ils ont essayé de mettre des choses en place, mais on a vu que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y avait un plafond de verre, parce qu'il y a une direction trop interventionniste, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il y a tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers du club, donc je ne pourrais pas parler de ça avec précision et je ne vais surtout pas me risquer à donner des leçons sur la façon de gérer un club. Mais on voit bien qu'on est arrivé à un palier et qu'on ce palier-là, maintenant, on stagne, voire même, on a eu peur à un moment de redescendre, quoi. C'est-à-dire qu'on a failli tomber très bas, hein. Faut pas oublier, hein, on critique Gasset, tout ça, mais il est arrivé, il a joué le pompier de service, il a mis des salaires de ouf, mais par contre, quand il nous a pris, on était 17e, on venait de perdre 1-0 à Guingamp avec je crois, 150 passes dans le match. Enfin, on était ridicule, quoi. Donc, donc on était vraiment au fond du seau. Et donc, après, faut accepter aussi, tu vois, que après des années aussi vertueuses et aussi nombreuses, une ère comme ça Galtier qui dure aussi longtemps, c'est tous les clubs qui connaissent ça. Quand tu as un entraîneur qui reste aussi longtemps, derrière, tu fais des choix, tu fais un pari. Oscar Garcia, c'était un pari complètement raté. Et du coup, les années derrière, un entraîneur qui dure aussi longtemps et qui réussit, c'est toujours compliqué. Donc ça ne surprend pas qu'on ait eu des difficultés derrière, honnêtement. Et que ça soit compliqué, moi j'arrive complètement à le comprendre. On le voit même avec Arsenal, qui depuis la fin de Wenger, c'est complètement. Ils ont renié pas mal de choses aussi de leur côté. Mais que ce soit compliqué, d'accord. Mais Galtier, on savait très bien qu'il allait, à un moment, que ça allait claquer. Donc ce que les présidents auraient pu faire, c'était anticiper un petit peu plus. Oscar Garcia, on a l'impression que malheureusement, ils ont cédé à une mode de se dire c'est un entraîneur étranger, on va faire une rupture avec Galtier, parce que Galtier c'était franco-français, on prend un entraîneur étranger, ça sera bien, il vient du Barça et tout, et au final ils se sont plantés parce qu'ils ont peut-être pas assez étudié le dossier, mais c'est quelque part c'est un peu ce qu'on leur reproche depuis des années, c'est-à-dire qu'en fait on navigue à vue sans forcément d'avoir de vision, et là avec Puel qui essaye d'instaurer une vision sur, on va dire, un moyen terme, je ne parle même pas de long terme, mais au moins un moyen terme, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va pouvoir se poursuivre avec un rachat dans les tuyaux? J'en sais rien. Et donc le rachat, oui, ça fait peur. Maintenant, clairement,
je pense que Saint-Étienne, de toute façon, Romeyer, il a plus de 70 ans, il va falloir qu'il passe la main à un moment. Et moi, je refuse d'avoir uniquement Cayazo à la tête du club, parce que là, par contre, c'est la mort. Là, par contre, on y va tout droit. Donc, il faut que le Romeyer passe la main, et il faut que Cayazo passe la main en même temps, pour moi. Grosse difficulté. J'embrayerais vraiment, mais c'est vrai qu'on a que 42 minutes, qu'on est déjà pas mal. T'as encore le temps, tu peux envoyer encore quelques arguments. On a le temps additionnel. C'est le temps additionnel. Alors dans ce cas-là, juste rapidement, je pense qu'avec Puel, on a un projet qui est quand même assez sérieux, qui est aussi à taille humaine, et c'est limite aussi notre rapport au club qu'on doit un peu interroger là. Est-ce qu'on veut des ambitions démesurées, ou est-ce qu'on veut être un club de Ligue 1 qui va toucher l'Europe de temps en temps, mais qui ne va pas appartenir à un fonds financier étranger? Moi, les ambitions démesurées, c'est ce que je disais, des ambitions démesurées ou pas. C'est-à-dire que le repreneur, on peut très bien tomber sur un mec qui met le minimum et où on ne progresse pas non plus. On l'a vu avec plein de clubs. Et où c'est géré de loin, c'est ce qui se passe à Bordeaux, par exemple, et où c'est mal géré. Après, je pense qu'il faut aussi que les repreneurs soient conscients d'une chose, c'est que c'est pas dans le foot qu'on fait des bascules. En général, le foot, c'est plus un gouffre que vraiment une opération financière juteuse. Enfin, il me semble. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, je pense que les gens qui, malheureusement, s'investissent là-dedans, soit c'est des passionnés, et dans ce cas-là, on peut compter un petit peu sur leur fibre passionnée pour faire vivre le club, soit c'est des financiers qui sont là pour dilapider des actifs. Je sais pas comment ils s'y retrouvent, mais dans tous les cas, en général, ça se passe mal. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer avec Bordeaux, malheureusement. Clairement, oui. Les pauvres. Ouais. Enfin bon, bref, écoutez, là on n'est pas loin des 42 minutes, donc c'est très bien. Je crois qu'on va arriver à le tenir, du coup. Et on va passer au temps additionnel alors. On va lancer la petite intro, et puis on va retrouver notre rubrique prono, pour laquelle Gruger semblait très impatient de se lancer. Je lance la petite intro. Voilà. Et maintenant, le temps additionnel, donc. On va déjà vous rappeler les académies qui sont sorties récemment. La victoire contre Bordeaux, d'abord. C'est moi qui vous l'ai raconté, d'ailleurs. C'était plutôt sympa. Ça faisait une belle petite victoire, donc ça m'a fait plaisir de la raconter. Et la défaite rageante contre Paris, c'est Gruger qui doit nous sortir ça bientôt, il me semble. Je sais pas très bientôt, je sais pas où est-ce que ça en est, mais ça devrait paraître dans les heures, les jours qui viennent, on va dire. En même temps que le FAP, donc vous aurez une double dose de Forez Academy, ce qui est pas plus mal. Cerise sur le gâteau. Exactement. Pour hors-jeu, donc toujours pareil, vous n'oubliez pas les autres académies à aller voir, donc la Canberra Academy qui est assez régulière. Il y a aussi nos amis de la Scapulaire Academy qui mangent un petit peu leur pain noir en ce moment, mais qui sortent des académies sur leur club, donc allez les voir, n'hésitez pas à apporter votre soutien si vous êtes sympathisant. Vous avez toutes les semaines le comité de vigilance médiatique, c'est les mardis, donc en général vers 11h. N'hésitez pas à aller voir ça aussi, c'est très très bien. Et puis nos amis d'Arsenal qui sortent leur podcast aussi, Boulet Rouge, je crois qu'on en est à l'épisode numéro 10. Donc eux aussi, très très complet, souvent plus long que nous, mais très intéressant. N'hésitez pas à l'écouter si vous êtes sympathisant gunner. La Forez Academy toujours sur Facebook, vous aurez le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez évidemment retrouver les intervenants de la Forez Academy du FAP sur Twitter, donc Robert Binouzaret, Gruger Rocher et moi-même. Les liens seront mis aussi dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, la rubrique préférée de Gruger Rocher, les pronos. Donc écoutez, on va déjà faire un petit point classement, j'ai envie de vous dire, puisque... c'est ça qui t'intéresse. À l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire que le classement, c'est Robert 4 points, Gruger 4 points et Roland 6 points. Donc Roland toujours en tête. J'ai envie de vous dire que c'est quelque part normal que celui qui connaisse le mieux le football soit en tête. Mais bien sûr. Et puis écoutez, on va déjà pronostiquer sur les 2 prochains matchs, puisque le FAP c'est toutes les 2 semaines et que entre temps on aura donc 2 matchs des Verts qui seront joués. Le premier match c'est donc ASSE Brest à domicile, ce samedi d'ailleurs à 13h. Bel horaire. Ouais. C'est pour les Chinois, et apparemment ils sont très très fans du stade brestois, donc écoutez, on leur passe le salam s'ils nous écoutent aussi. Vas-y Robert, qu'est-ce que tu nous pronostiques ?
Victoire 3-1 avec un triplé de Casery. Alors, un deuxième triplé pour Wabi Ah ouais, Kazri. je suis chaud là. D'accord, très bien. Ok, c'est noté. Gruger. Moi, je dis aussi victoire 3-1, mais juste pour copier Robert, c'est stratégique. On est sur une petite feinte de fouine. Très bien. Et ben moi je vois aussi les Verts gagner. L'hermine blanche. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai que vous êtes rennais. Moi je vois les Verts gagner. Je les vois pas gagner 3-1. J'ai pronostiqué 2-0. Bon, ce sera toujours pas mal. On va dire que le principal c'est la victoire. On espère que les Verts ramèneront ces 3 points et qu'on pourra parler de maintien dès la semaine prochaine. Deuxième match qui nous intéresse, c'est Montpellier SSE, donc à l'extérieur cette fois. Robert, qu'est-ce que tu penses que les Verts vont faire à la Paillade? Alors j'avais pronostiqué une victoire des Verts, mais du coup je reste dans ma lignée pessimiste de la soirée et je reviens plutôt sur un match nul 0-0. Incroyable. Un match difficile à Montpellier. 0-0. D'accord. Normalement, ça devait être le match qui allait nous départager avec Robert, parce que j'avais pronostiqué un nul, 1-1. Et voilà, je note Et la après, manœuvre. il peut tout à fait vous départager puisqu'il Oui, y c'est a vrai. des points bonus sur le score. Sur le vrai score, ouais. Donc, Et ok. toi, donc tu un étais partout. plus pessimiste que nous encore. Ah non, moi je suis très très optimiste puisque je prévois une victoire de la SSE. Oh. Ah oui, mais moi j'en ai rien à branler. Je suis comme ça, je pronostique une victoire sur les terres montpelliéraines avec j'ai envie de vous dire un Hamouma de gala qui à mon avis va régaler et je vois une victoire des Verts 2-1. Voilà. Et ça va ni blessé, je crois, côté Montpellier. Ah ben voilà, en plus TJ est blessé donc c'est une bonne nouvelle puisqu'il est quand même pas mauvais. Ouais. Bah, écoutez, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce 9e numéro déjà, 9e numéro, hein, ça avance, c'est bien. On a réussi à tenir la distance pour le moment et j'en suis plutôt content. Et puis en plus, on a réussi à tenir nos 42 minutes ou presque. Écoutez, on va se quitter, messieurs, hein. On va se dire au revoir et puis on se revoit dans 2 semaines. Ravi d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Robert, un dernier mot pour finir ce podcast? Ouais, si tu me permets, pour revenir sur le lamentable accent belge du début d'émission, c'était une petite dédicace demandée par un de nos fidèles lecteurs de hors-jeu.net, Bichon74, qui m'avait demandé de faire cet accent, donc je le salue, et le pari était tenu. Il en est déjà 2 dédicaces. Ouais, non mais Robert, c'est dédicace-man, il est incroyable. Il a tellement de fans sur les réseaux, sur les internets comme on dit. Gruger, du coup, un petit mot pour finir. Merde. Généralement ça va avec tout. Ouais. Non. Grosse merde à toi, mon Fred, comme dirait Denis Brognard. On verra ce que donneront les prochains matchs. Et j'espère effectivement qu'on arrivera à garder les jeunes. Voilà. Eh bah oui, ça dépend lesquels, mais on espère qu'on arrivera à garder les plus talentueux au moins. Tout à fait. Bon, écoutez, messieurs, cette fois, c'est la fin. On va se dire au revoir. On se retrouve dans 2 semaines. On espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast. Et puis, comme d'habitude, on se quitte avec la chorale de la Divette, les petits chanteurs à la gueule de bois et leur chant Robert Béric. À dans 2 semaines. Salut. Salut. Salut.